Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente l'énorme jeu Golem, un jeu qui a été édité en 2021 par Cranio Création et qui a été traduit en français par Intrafine. Il est distribué au Québec par ILO 307. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Simone Luciani, Virginio Gigli et Flaminia Brassini, qui est le même trio d'auteurs derrière Lorenzo Il Magnifico. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. On a donc un mode solo à l'intérieur et les parties vont durer environ 120 minutes. Le but du jeu sera de marquer le plus de points de victoire. C'est donc un gros jeu euro complexe avec un système de sélection d'actions avec un distributeur de billes. Donc on va prendre une des billes dans une des 5 actions et le nombre de billes va déterminer la force de l'action. Donc c'est un système qui peut nous rappeler le système de sélection d'actions de Grand Austria Hotel. On a aussi un peu de placement d'ouvriers et de engine building puisqu'on va débloquer différents revenus au cours de la partie qui vont nous donner tout le temps de plus en plus de ressources pour qu'on puisse continuer à se développer dans les 3 axes du jeu, c'est-à-dire la maîtrise des golems, la connaissance et la construction des artefacts. On va tenter de se développer là-dedans et de faire des combos pour maximiser les synergies et marquer le plus de points. Alors, Golem, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table et on va placer sur celui-ci les 3 jetons de Menorah à leur emplacement indiqué. Donc le Menorah rouge ici, le Menorah jaune ainsi que le Menorah bleu. On va ensuite séparer les cartes personnages pour les cartes personnages qui ont un dos numéro 4 et les autres qui ont un dos numéro 1 à 3. On va les mélanger et on va prendre au hasard un personnage niveau 4 qu'on va placer dans le 4e emplacement de la piste des tours. Et on va ensuite sélectionner au hasard 3 personnages de la pile des 1 à 3 qu'on va placer dans les 3 emplacements pour avoir nos 4 personnages pour la partie. Les autres cartes personnages seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite mélanger les cartes livres et on va les placer sur le plateau à leur emplacement indiqué. Et on va révéler les 5 premières cartes livres pour les placer dans les 5 emplacements. Ce seront les cartes qui seront disponibles pour les joueurs au début de la partie. La section centrale du plateau principal se sépare en 3 quartiers qui sont représentés sous forme de rues. On a la première rue qui est dans le haut en rouge, la deuxième rue en jaune et la troisième rue en bleu. On va mélanger les tuiles à bord qui sont associées à chacun des 3 quartiers pour pouvoir sélectionner les tuiles qui seront utilisées dans notre partie. Sur les 10 tuiles à bord d'un quartier, on va en retirer 3 au hasard de la partie et on va révéler les 7 autres tuiles et on va ensuite les placer selon l'ordre croissant des numéros qui sont indiqués sur les tuiles dans les emplacements d'action de ce quartier. Donc ici, on va avoir la tuile numéro 1 en premier, ensuite la tuile numéro 2, la tuile numéro 4, ensuite la tuile numéro 7, 8, 9 et la numéro 10. Et on va refaire le même exercice avec les 2 autres quartiers. On va retirer 3 tuiles. On va révéler les tuiles restantes et on va les placer en ordre croissant. Donc ici, on va avoir la tuile 1, la tuile 2, la tuile 5, la tuile 7, 8, 9 et 10. Et pour notre quartier bleu, on va retirer 3 tuiles. On va révéler les autres tuiles pour les placer, elles aussi, en ordre croissant. Donc, on va avoir la tuile 1 en premier, ensuite la tuile 3, la tuile 4, 6, 7, 8 et 10. Donc, dans chaque partie, il y a 3 tuiles qu'on n'utilisera pas dans chacun des quartiers. À côté du plateau principal, on va se faire des réserves avec les différentes ressources. On a d'abord la connaissance, les pièces d'or ainsi que l'argile. Et on va aussi se faire une réserve avec les jetons de lingots d'or.
À côté du plateau principal, on va installer le plateau synagogue sur la table et à côté de celui-ci, la synagogue avec les distributeurs de billes. On va aligner le plateau synagogue de façon à ce que chacune des 5 actions qui sont illustrées sur celui-ci soit vis-à-vis une des rangées du distributeur de billes. On va ensuite former notre réserve de billes qui sera déterminée par le nombre de joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, on aura donc un total de 3 billes blanches, une bille noire, 2 billes jaunes, 2 billes rouges, ainsi que 2 billes bleues. Et on va tout simplement les laisser tomber dans la synagogue pour les distribuer. On va ensuite mélanger les tuiles actions et on va les placer sur le plateau synagogue pour former une pioche. Et on va révéler une tuile action de plus que le nombre de joueurs. Donc comme on fait une partie à 2 joueurs, on va révéler un total de 3 tuiles actions sur le plateau synagogue. Ce seront les tuiles qui seront disponibles à la première manche. On va placer sur la table les jetons passés. Comme on joue à 2 joueurs, on a seulement besoin des jetons passés qui sont numérotés 1 et 2. Et on va aussi former une pioche avec les cartes objectifs. Chaque joueur va recevoir un plateau joueur ainsi que toutes les pièces à sa couleur, c'est-à-dire un pion de rabbin, 6 pions de golem, 3 pions d'étudiant et 4 marqueurs joueurs à sa couleur. Il va aussi recevoir ses tuiles de développement études, ses tuiles de développement golem et ses tuiles de développement artefact. Et il va aussi se prendre une carte aide de jeu qui d'un côté a toutes les phases d'une manche et de l'autre côté les éléments pour le scoring de fin de partie. On va aussi prendre une piste d'études qu'on va venir placer sur le côté de notre plateau de façon à ce que le coup soit visible avec le chiffre en rouge de ce côté. On va ensuite placer nos tuiles développement études. Donc la tuile qui a un coût de 8 va être placée ici en haut de notre plateau et on va ensuite placer les autres selon leurs coûts respectifs aux emplacements qui sont imprimés sur le plateau. On fait bien de placer les tuiles du côté gris pour que les coups soient visibles avec les chiffres en rouge. On va ensuite placer les tuiles développement golem, encore une fois sur le côté gris qui montre les coups en rouge. On a donc le développement de la tête, on a les 2 bras de nos golems, on a la grosse tuile pour le torse et on a les 2 jambes qu'on pourra développer pour gagner des habiletés à nos golems pendant la partie. Et pour les tuiles de développement artefact, les 2 tuiles dorées seront placées sur les emplacements du haut, peu importe lesquels et peu importe sur quelle face on les place. Les 3 développements gris vont être placés sur les 3 cases suivantes. Encore une fois, l'ordre n'est pas important et la face sur laquelle on place ces jetons n'est pas importante non plus. Et le dernier développement, celui qui coûte 8 pièces d'or, sera placé sur la case complètement en bas de la piste artefact. On va placer 4 de nos pions golems sur les 4 emplacements au centre de notre plateau. Donc ce sont les golems qu'on pourra construire en cours de partie. On va prendre nos 3 pions d'étudiants et on va aller les placer sur la première case de chacune des 3 rues dans les quartiers du plateau principal. On va placer un marqueur de notre couleur sur la case 0 de la piste d'études et on va en placer un sur la case numéro 1, la première case numéro 1 de la piste de maîtrise des golems. Les 2 autres marqueurs de notre couleur seront placés sur le plateau principal. Le premier sera placé sur l'emplacement 10 points de victoire de la piste autour du plateau principal et le 4e sera utilisé pour déterminer l'ordre d'initiative. On va pour l'instant le placer à côté du plateau synagogue. On va ensuite déterminer l'ordre d'initiative pour la première manche au début de la partie de façon aléatoire. Donc on peut mélanger ces 2 disques et les sortir pour les placer sur la piste d'initiative. Donc le joueur orange serait le premier joueur et le joueur gris le deuxième. On va ensuite remettre à chaque joueur 4 tuiles de départ ainsi que 4 cartes d'objectifs. Les joueurs vont ensuite procéder à un draft avec les cartes d'objectifs qu'ils viennent de recevoir, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les cartes, vont en conserver une et passer les cartes restantes à leurs voisins. Ils vont ensuite recevoir 3 cartes de leurs voisins, vont regarder ces nouvelles cartes, vont en conserver une, vont passer les 2 autres cartes à leur voisin qui lui va aussi passer 2 cartes. On va en choisir une des 2 pour la conserver et la carte que notre voisin va nous envoyer terminera notre main de cartes d'objectifs pour le début de la partie. On va regarder les cartes qui ont été obtenues dans notre draft et on va en conserver 3 des 4. Donc on va en défausser une qu'on va replacer tout simplement sous la pioche.
On va ensuite placer un nombre de grandes tuiles artefacts sur la table égal au nombre de joueurs. Donc ici, on va en sortir 2. On va les placer sur n'importe quel côté au hasard et on va les choisir en ordre inverse de tour de jeu. Donc le joueur gris va en choisir une et le joueur orange va prendre la dernière qu'il va venir placer à la droite de son plateau personnel pour compléter la section des artefacts. Les tuiles sont différentes et les effets des artefacts ne seront pas les mêmes d'une tuile à une autre et d'un côté à l'autre de la tuile. Ensuite, les joueurs vont consulter leurs tuiles de départ et vont choisir 2 des 4 tuiles pour gagner les effets qui seront dessus. En fait, ce seront nos ressources de départ au début de la partie. Donc, je pourrais décider de défausser les 2 qui sont là pour conserver ces 2 tuiles et gagner les ressources et les bénéfices qui sont inscrits sur celle-ci. Pour ma première tuile de départ, on voit ici que je peux faire un développement de golem. Donc la flèche rouge représente le développement dans la section golem. Et j'ai un rabais de 3 ressources sur ce développement. Donc je pourrais faire un développement qui coûte 3 et moins. Ou je pourrais aller prendre mes ressources au début. Donc je vais prendre la jambe droite qui a un coût de 3. Donc je vais donc la retourner face visible. Ce qui veut dire que j'aurai le pouvoir de la jambe droite au début de la partie. Et cette tuile me donne une ressource d'argile, une ressource de pièces d'or et une ressource de connaissance que je vais prendre dans la réserve générale. Et pour ma deuxième tuile, elle me donne aussi une ressource de chaque, donc un d'argile, une pièce d'or et un de connaissance. Et je vais avancer mon étudiant de 1 dans la rue du quartier bleu du plateau principal. Et une fois qu'on a pris les bénéfices de nos tuiles de départ, on peut les retirer de la partie. Et finalement, on va prendre nos 2 golems qui sont déjà fabriqués au début de la partie et on va aller les placer à tour de rôle dans les quartiers du plateau principal. On les place sur la première case d'habitation d'un quartier et on ne peut pas placer nos 2 golems dans le même quartier au début de la partie. Une partie de golem se joue en 4 manches qui seront dénombrées par les cartes personnages qui sont sur le plateau principal. À chacune des manches, les joueurs vont exécuter 3 actions. Parmi ces 3 actions, ils vont en faire 2 qui seront des actions de billes à partir du distributeur et le nombre de billes vont influencer la puissance de l'action à laquelle elle est associée. Et on devra aussi prendre une action avec notre pion de rabbin sur une des tuiles actions du plateau de la synagogue. En exécutant des actions, les joueurs vont gagner différentes ressources qui vont leur permettre de se développer sur leur plateau personnel dans les 3 zones principales. On a la zone d'études, donc on peut augmenter sur la piste d'études ou aller s'acheter des cartes livres pour pouvoir les placer dans nos colonnes de cartes pour activer leurs effets. On aura aussi la zone des golems, donc on pourra faire des développements de golems pour donner des pouvoirs à nos golems, ce qui leur permettra d'activer plus facilement les emplacements d'habitation du plateau principal. Et finalement, on développera aussi la section des artefacts en gagnant des lingots d'or pour pouvoir les fabriquer et débloquer des revenus qui vont se générer à chacune des manches. À la fin d'une manche, on pourra influencer le personnage de cette manche si on a les bonnes couleurs de billes qu'il demandait pour pouvoir gagner un bénéfice. Les joueurs gagneront des revenus à la fin de chaque manche qui va leur faire de plus en plus de ressources pour se développer. À la fin des 4 manches de la partie, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 7 phases qu'on peut suivre sur notre carte d'aide de jeu. La première phase est la phase d'entretien. C'est une phase de placement au début d'une manche. On va tout simplement l'ignorer au début de la partie puisque la mise en place a déjà placé toutes les composantes nécessaires. On passe donc à la phase 2, qui est la phase de mouvement des golems. Les joueurs vont regarder le nombre de points de mouvement qu'il y a sur la carte personnage de cette manche. Donc, c'est la carte visible la plus à gauche. Donc, pour la manche numéro 1, le personnage ici a plus 2 de mouvement pour les golems. Et on va regarder sur notre piste de maîtrise des golems. Donc, ici, je suis à la 3e case. On voit qu'il y a aussi 2 points de déplacement. On va donc additionner les points de déplacement de notre piste plus les points de déplacement du personnage. Donc, 2 plus 2, ce qui me fait un total de 4 points de déplacement à faire avec mes golems. Ces points de déplacement sont obligatoires, mais je peux les répartir entre tous mes golems qui sont sur le plateau principal.
Si jamais un joueur possède le développement de la jambe gauche, donc s'il était de l'autre côté, si je l'avais construit, à ce moment-là, je peux ignorer le déplacement qui est inscrit sur la carte personnage, ce qui me ferait seulement un total de 2 points de déplacement si j'avais ce développement d'actif sur mon plateau joueur. Mon joueur orange a présentement 2 golems sur le plateau principal et il peut donc séparer comme il le veut ses 4 points de déplacement parmi ces 2 golems. Par exemple, il pourrait déplacer son premier golem de 2 cases dans le quartier rouge et il pourrait ensuite déplacer son golem ici de 2 cases dans le quartier bleu, ce qui fait un total de 4 points de mouvement. Les golems peuvent seulement avancer vers la droite dans les différents quartiers où ils se trouvent. Certaines actions spéciales pendant la partie nous permettront quelquefois de faire reculer des golems. Chaque quartier se sépare en 10 colonnes qui sont numérotées par des chiffres romains dans le haut du plateau. Les 7 premières colonnes contiennent les tuiles d'abord qu'on a placées au début de la partie, qui sont en fait des emplacements d'actions que les golems pourront activer avec une action de bille, de travail, pour pouvoir gagner les bénéfices qui sont sur les tuiles devant les golems. Alors que les 3 dernières colonnes, donc les colonnes 8, 9 et 10, sont des colonnes qui sont déjà imprimées sur le plateau principal, qui vont nous donner directement des points de victoire. Par contre, si j'avance un golem pour le passer de la 7e à la 8e colonne, je dois payer 1 de connaissance ou perdre 1 point de victoire. Pour passer de la 8e à la 9e colonne, je dois payer 3 de connaissance ou 3 points de victoire. Et pour passer de la 9e colonne à la 10e colonne, je dois être capable de payer 5 de connaissance ou bien perdre 5 points de victoire. Il est à noter que les joueurs ne peuvent pas tomber dans le négatif dans les points de victoire, mais on doit avoir les points de victoire demandés pour les sacrifier si on veut prendre ces points pour payer. Sinon, on devra le faire avec la connaissance. Si jamais un joueur, tous ses golems sont au bout des différents quartiers et qu'il a encore des points de déplacement à dépenser, pour chaque point de déplacement qu'il ne peut pas dépenser, il perdra 5 points de victoire et encore une fois, il ne pourra pas tomber dans le négatif avec ses différentes pénalités de points. Et une fois que le joueur orange a déplacé ses golems, le joueur gris va déplacer les siens. Lui aussi a 4 points de mouvement à dépenser. Il va faire 1, 2, 3 points avec ce premier golem et son 4e point de mouvement avec son 2e golem pour terminer devant ces 2 emplacements d'action. Au début de la partie, tous nos golems sont placés debout, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour activer des emplacements d'action. Lorsqu'on utilisera certaines actions de billes pour les faire travailler, les golems seront alors couchés sur le plateau principal. Et à la manche suivante, lorsque ces golems vont se déplacer, ils vont se lever automatiquement. Donc dès qu'on les déplace d'au moins une case, on va pouvoir les relever et les rendre disponibles au travail. Une fois les déplacements des golems de tous les joueurs exécutés, on passe à la 3e phase, qui est la phase d'action. Dans cette phase, les joueurs vont exécuter un total de 3 actions pendant la manche, 2 actions de billes à partir du distributeur de la synagogue pour activer les actions qui sont devant les billes. Et on va avoir une action qui va se faire avec notre pion rabbin en le plaçant sur une des tuiles d'action du plateau synagogue. Les joueurs sont libres de faire leurs actions dans l'ordre de leur choix. Ils pourraient faire leurs 2 actions de billes et ensuite faire leur action de rabbin, ou commencer par leur action de rabbin et ensuite faire leurs 2 actions de billes, et ainsi de suite. On joue à tour de rôle, donc les joueurs vont exécuter une de leurs 3 actions à leur tour et on va ensuite tourner en sens horaire jusqu'à temps que les joueurs aient exécuté leurs 3 actions. Il existe aussi une 3e option pour les joueurs qui est l'action de passer, mais qui n'est pas comme dans la majorité des jeux. On n'exécute pas cette action lorsqu'on a exécuté nos 3 actions. L'action de passer, c'est qu'on veut refaire une redistribution des billes parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui est présentement disponible. Donc on peut se garder 1 ou 2 actions de billes à faire plus tard. Donc si on décide de passer, on va prendre une tuile passée et lorsque tous les autres joueurs auront exécuté leurs actions ou passé, on va redistribuer les billes dans la synagogue pour pouvoir avoir une nouvelle distribution et ensuite exécuter les actions qu'on avait mis en réserve. Mais commençons d'abord par regarder les 5 actions de billes du jeu qui sont le cœur du jeu, qui fonctionnent avec les billes.
Donc là, si je décide à mon tour de jeu d'exécuter une action de bille, je vais choisir n'importe quelle bille dans le distributeur. Et la couleur de la bille va avoir une influence. Elle va me permettre de faire avancer notamment mes étudiants sur les différentes rues du plateau principal. Si jamais je choisis une bille bleue, une bille rouge ou une bille jaune, je vais faire avancer mon étudiant dans le quartier de cette couleur du plateau principal. Si je choisis une bille noire, à ce moment-là, je vais pouvoir avancer 2 étudiants différents sur le plateau principal. Et si je choisis une bille blanche, je n'avancerai aucun étudiant, mais elle me servira de joker pour influencer le personnage à la fin de la manche. Les rappels des couleurs de billes pour avancer nos étudiants est fait sur le plateau synagogue. Donc on voit ici les 3 billes de couleur, la bille noire pour faire avancer 2 étudiants différents et la bille blanche qui ne fait avancer aucun étudiant. Regardons la première action du haut qui est l'action de travail. Donc pour l'exécuter, le joueur va prendre la bille qui est vis-à-vis cette action, donc qui est une bille blanche, donc il n'avancera pas d'étudiant. Il va aller la placer sur son plateau joueur dans un des 2 emplacements des yeux du golem. Et c'est une action qui permet d'activer nos golems sur le plateau principal pour faire les actions vis-à-vis les habitations où ils se trouvent. On peut activer de 1 à 4 golems, et en payant les coûts en connaissance de 1, 3, 5 ou 8, dépendant du nombre de golems qu'on veut activer. Et on va avoir un rabais sur le prix en connaissance égal à X, et X étant le nombre de billes qu'il y avait dans cette action au moment où j'ai décidé de l'exécuter. Donc comme il y avait seulement une bille, le X sera égal à 1. Donc je vais avoir un rabais de 1 sur mon coût de connaissance. Comme j'ai seulement 2 golems sur le plateau principal, je vais vouloir activer 2 golems, ce qui coûte normalement 3 de connaissance, mais comme j'ai un rabais de 1, ça va me coûter 2 de connaissance que je vais remettre dans la réserve générale. Je peux donc activer chacun de mes golems une fois, en commençant par le golem de mon choix, donc je peux les activer dans l'ordre que je veux. Pour activer un golem, il doit être debout, et quand je vais l'activer, à ce moment-là, je vais le coucher par terre. Donc si j'active celui-ci en premier, je vais exécuter cette action. C'est d'avancer un de mes étudiants, donc je pourrais décider d'avancer mon étudiant sur la rue bleue d'une case. Plus les étudiants avancent, plus on va débloquer des revenus, donc des revenus dans le quartier bleu pour la connaissance, éventuellement aussi des points de victoire. Dans le quartier jaune, des revenus de pièces d'or et éventuellement des points de victoire. Et dans le quartier rouge, des revenus en argile et éventuellement aussi des revenus de points de victoire. Et mon deuxième golem, je vais le coucher ici pour activer cette action. Ça me permet d'aller acheter une carte livre sur le plateau principal avec un rabais de 3 de connaissance. On vous montrera un peu plus tard comment fonctionnent les cartes livres. Et on retrouve différents types de tuiles à bord et d'actions qu'on peut activer avec l'action de travail avec nos golems. Notamment, on a des actions qui nous donnent directement des ressources. Donc ici, gagner 2 d'argile, gagner 2 pièces d'or, gagner 2 de connaissances, gagner 3 de connaissances. On peut avoir des actions de développement qui sont représentées par les flèches. Donc les flèches jaunes sont des actions de développement pour les artefacts. Les flèches rouges, des actions de développement pour les golems. Et les flèches bleues, des actions de développement pour les études. Et le chiffre en négatif, c'est un rabais en ressources qu'on va avoir sur un développement dans cette section pour le faire sur notre plateau personnel. On a aussi certaines actions qui vont nous demander de faire reculer un étudiant. Donc ici, c'est de faire reculer mon étudiant dans la rue jaune, donc dans celle-ci, pour pouvoir gagner un lingot d'or et gagner 3 points de victoire. Évidemment, si mon étudiant est sur la première case, je ne peux pas activer cette action. On doit pouvoir le reculer au moins d'une case pour le faire. C'est la même chose ici. Si je recule mon étudiant sur la rue rouge, je vais gagner 3 d'argile et 4 points de victoire. Certaines actions vont avoir des coûts. Donc, quand le chiffre est en rouge, c'est que c'est un coût. Ici, je paye 5 pièces d'or pour gagner 7 points de victoire. Ici, je paye 3 d'argile pour gagner 6 points de victoire. Ici, je recule de 1 sur mon échelle d'études pour gagner 3 points de victoire et avancer n'importe quel de mes étudiants. Et on peut seulement l'activer une seule fois. Donc, même si j'ai 10 pièces d'or ici, je ne peux pas activer cette action-là 2 fois. C'est seulement une activation lorsqu'on va l'activer avec un golem. Certaines actions vont nous permettre d'activer des revenus ou certaines sections de notre plateau personnel. Par exemple, celui-ci, c'est d'activer 3 livres différents, 3 cartes livres différentes pour leur pouvoir actif qui sont placés au-dessus de notre plateau personnel. Ici, on va activer un artefact qui est complété. Ici, on va activer les revenus de nos 3 étudiants
instantanément. On a aussi des actions pour créer des golems. Donc si je fais cette action-là avec un golem, je vais pouvoir créer un nouveau golem que je vais venir placer dans une des 3 rues sur la première habitation. Mais le golem que je viens de fabriquer ne peut pas être un de ceux que je vais activer dans mon action de travail en cours. La deuxième action de bille disponible est l'action de golem. Donc disons que le joueur gris va prendre la bille noire. Il va donc avancer 2 étudiants différents de une case dans leur rue respective. Et il pourra faire les 3 parties de l'action de golem dans l'ordre de son choix. Premièrement, il va gagner X argile, donc X étant le nombre de billes qu'il y avait avant de faire l'action. Il y avait 2 billes, il va donc gagner 2 ressources d'argile. Ensuite, il peut faire un développement dans la section golem de son plateau personnel et il peut construire un golem. Je vais débuter par construire un nouveau golem. Donc le coût de construction est indiqué sur notre plateau joueur, c'est 3 argiles. Et on a un malus de plus 3 si on le place dans un quartier où on a déjà un golem. Donc je pourrais le placer dans le quartier jaune, mais il me coûterait 6 argiles à fabriquer. Alors que si j'en place un dans le quartier bleu, comme j'en ai pas présentement, ça va seulement me coûter 3 d'argile. C'est donc ce que je vais décider de faire. Je vais dépenser mon argile, je vais retirer un golem de mon plateau joueur pour le placer debout sur le premier emplacement dans ce quartier. Lorsqu'on construit un golem, on voit qu'on va gagner plus 2 en maîtrise de golem. On va donc avancer de 2 cases sur la piste de maîtrise des golems, ce qui va augmenter nos revenus de points de victoire à la fin de chaque manche et ce qui va aussi nous donner plus de points de déplacement avec nos golems au début de chacune des prochaines manches. Et finalement, il me reste mon développement dans la section des golems. Je peux donc acheter n'importe quelle tuile que je suis capable de payer le coût. Donc ici, la jambe droite coûte 3 d'argile. Ici, le bras droit à 8. Le torse coûte 3. Le bras gauche coûte 5 d'argile. Et la tête, 4 d'argile. Il me reste seulement 3. Je vais décider de faire le développement du torse. Donc je vais retourner la tuile du torse de l'autre côté. Et je vais immédiatement exécuter l'effet instantané qui est l'éclair. Et en plus de ça, je gagne un pouvoir permanent aussi et un symbole de menorah qui comptera comme un multiplicateur dans cette section dans le décompte final des points. L'effet instantané du torse, c'est que je vais détruire un golem et je vais aller l'enterrer dans le cimetière pour gagner un bonus. Je vais donc prendre un de mes golems sur le plateau principal et je vais aller le placer dans un endroit qui est disponible. C'est à noter qu'il y a certains emplacements qui sont réservés aux parties à 4 joueurs ou 3 et 4 joueurs. Comme on joue à 2, on ne peut pas accéder à ces emplacements. On pourrait même prendre des golems d'une couleur neutre pour les bloquer, pour que ce soit plus facile visuellement. Je pourrais décider d'aller prendre l'action qui est ici, qui est d'avancer un étudiant de 1 sur le plateau principal dans sa rue respective. Mais comme j'ai le pouvoir du torse, je vais avoir le bonus x2, donc je vais pouvoir avancer 2 étudiants de une case ou bien le même de 2 cases sur le plateau principal. Par contre, lorsqu'on détruit un golem et qu'on l'enterre dans le cimetière, on voit qu'on va perdre un de maîtrise des golems sur notre piste. Donc, je vais descendre d'une case sur la piste de maîtrise des golems de mon plateau joueur. Si jamais tous les emplacements du cimetière qui sont accessibles sont remplis, on peut quand même faire l'action de tuer des golems avec ce symbole. À ce moment-là, on va les mettre dans la fosse commune. On ne recevra malheureusement pas de bonus à ce moment-là. Pour les effets des autres améliorations de golem, donc si jamais je réussis à faire la tête qui coûte 4, la tête va faire que dans la phase 7, donc la phase de maîtrise des golems, le coût maximum en connaissance pour chaque golem sur le plateau sera de 2 de connaissance. Si jamais je fais la jambe droite, donc la jambe droite, c'est qu'on va pouvoir, à chaque fois qu'on va créer un golem, on va pouvoir l'avancer immédiatement d'une case de plus et activer l'action où il se trouve sans le coucher. Pour la jambe gauche que j'ai déjà, on peut annuler le mouvement de la carte personnage pour avoir un peu moins de points de déplacement au début de la manche. Pour le bras gauche, donc si je réussis à le faire, je vais gagner instantanément une action de travail. Donc je vais activer un emplacement où il y a un golem debout en le couchant. Et à chaque fois que je vais faire l'action de bille de travail, je vais avoir une activation de plus gratuite. Et pour l'autre bras qui coûte 8 argile, il y a simplement 3 menorahs de l'autre côté. Donc c'est 3 multiplicateurs lorsqu'il sera fait. Donc on a un total de 8 menorahs si jamais tous les développements sont faits à la fin de la partie. On va avoir un multiplicateur de x8 pour les points, fois le nombre de golems qu'on aura fabriqués pendant la partie.
La troisième action de bille est l'action d'artefact. Donc ici, le joueur orange pourrait prendre la bille rouge pour exécuter cette action. Comme il prend une bille rouge, il va avancer son étudiant dans la rue rouge de une case. Et ensuite, il va pouvoir faire les 3 parties de cette action dans l'ordre de son choix. Premièrement, il peut gagner X pièces d'or, X étant le nombre de billes qu'il y avait dans le distributeur avant qu'il prenne sa bille. Donc dans ce cas-ci, 2. Il va gagner 2 pièces d'or. Il va pouvoir faire un développement d'artefacts sur son plateau joueur et il pourra dépenser 3 pièces d'or pour s'acheter un lingot qu'il pourra placer dans un de ses chaudrons dans l'espoir de fabriquer des artefacts. Je vais commencer par gagner mes 2 pièces d'or que je vais prendre la réserve générale pour ma réserve personnelle. Je vais ensuite faire mon développement. Donc j'ai 3 types de développement dans la zone des artefacts. J'ai le développement qui coûte 8 pièces d'or qui lui va simplement me donner 3 menorahs jaunes qui seront un multiplicateur de points pour la section des artefacts. Je peux avoir les tuiles grises qui vont des tuiles pour amplifier la force des artefacts qui vont venir se placer dans les emplacements qui sont au bout du plateau. Et on devra payer les coûts qui sont inscrits, donc 5 pièces pour celui-ci, 4 pour celui-là, 3 et 2 pour celui du haut. Donc ça va augmenter la puissance de l'artefact lorsqu'il sera construit. On va activer tous les effets qui sont dessus. Donc si j'ai placé cette tuile-là, quand je vais activer cet artefact-là, il va me donner plus de ressources de connaissances. Ces tuiles sont recto-verso. On en a une pour chaque sorte de ressources, donc une pour les pièces d'or, une pour la connaissance et une pour l'argile. Et de l'autre côté, c'est la même ressource, mais on en donne seulement une et on donne aussi un revenu d'1 point de victoire. Donc on fait un peu moins de ressources, mais on va faire aussi des revenus de points de victoire. Alors que le troisième type de développement sont les tuiles jaunes. Ce sont des tuiles qui vont augmenter la fréquence à laquelle on va activer les artefacts pendant la partie lorsqu'ils seront fabriqués. On va les placer dans les emplacements qui sont juste devant les effets des artefacts qui vont coûter respectivement 1 pièce d'or, 3 pièces d'or, 5 pièces d'or ou 7 pièces d'or. La première tuile, je peux la placer du côté de mon choix, soit de la bille rouge ou de la bille bleue. Donc si j'ai cette tuile-là et que cet artefact-là est fabriqué, à chaque fois que je vais prendre une bille bleue pour faire une action, je vais pouvoir activer l'effet de mon artefact en plus. C'est le même principe si je le plaçais du côté de la bille rouge, mais ça va s'activer quand on va prendre des billes rouges. Si j'avais placé l'autre tuile d'activation sur le côté livre, c'est à chaque fois qu'on va placer la première carte dans une des colonnes de cartes de notre plateau personnel, une carte livre, on va pouvoir activer l'artefact s'il est construit évidemment. Et de l'autre côté, si c'est là on le met dans la face du golem, c'est à chaque fois que je vais construire un golem de mon plateau joueur, je vais pouvoir activer cet artefact évidemment s'il est construit préalablement. Je vais donc décider de payer 5 pièces d'or de mon plateau personnel pour pouvoir faire une amélioration. Je vais faire une amélioration d'argile sur cet emplacement qui coûtait 5 pour augmenter la force de l'artefact du bas lorsqu'il sera construit. On voit aussi que quand on fait des développements, on va libérer des icônes de menorah qui nous donneront de plus en plus de multiplicateurs de points pour cette section à la fin de la partie. Et la dernière chose que je pouvais faire avec l'action d'artefact, c'était de payer 3 pièces d'or pour aller me fabriquer un lingot d'or. Lorsqu'on gagne un lingot d'or, on doit le placer immédiatement dans un emplacement, dans un des 4 chaudrons pour fabriquer nos artefacts. Si je le place dans le chaudron qui est en bas, comme c'est le seul icône de lingot, ça veut dire que dès que je place un lingot dans le chaudron, cet artefact sera fabriqué et je vais gagner immédiatement son bénéfice, donc son revenu. Donc ça va me donner une ressource de connaissances et comme je l'ai amélioré avant de le fabriquer, ça va aussi me donner 2 ressources d'argile. Et ces revenus seront générés à la fin de chacune des manches jusqu'à la fin de la partie. Pour fabriquer le deuxième artefact, j'aurai besoin de 2 lingots. Pour le troisième artefact, 3 lingots. Et pour le quatrième, 4 lingots. Évidemment, plus les artefacts prennent de lingots, plus leur revenu est puissant. La quatrième action de bille est l'action d'étude. Donc disons que notre joueur gris décide de prendre une bille bleue pour avancer son étudiant bleu et va ensuite pouvoir faire les 3 éléments de l'action d'étude, c'est-à-dire qu'il va gagner X points de connaissance, X étant le nombre de billes qu'il y avait avant qu'il prenne la sienne, donc 2 ressources de connaissance. Il pourra faire un développement d'études dans son plateau personnel et il pourra s'acheter une carte livre parmi celles qui sont disponibles sur le plateau principal.
Premièrement, je vais gagner mes 2 ressources de connaissances, les placer sur mon plateau joueur. Par la suite, je vais décider de faire un développement dans la zone d'études. Donc, j'ai 3 types de développement. Première chose, je pourrais faire le développement d'améliorer ma piste d'études. Donc, la tuile qui est ici, qu'on pourrait retourner de l'autre côté. C'est une piste qui est améliorée, donc il y a moins de cases, les revenus vont venir plus vite. Et elle vaut aussi un Ménorah bleu pour les multiplicateurs du décompte final des points. Donc, pour améliorer notre piste d'études, ça coûte 4 points de connaissance. Les autres développements sont dans le haut de notre plateau joueur. Celui du coin coûte 8 connaissances et de l'autre côté, on va avoir tout simplement 3 Ménorahs bleus. Alors que les autres sont dans les rangées où on va placer les différentes cartes livres. Et si jamais on fait ces développements-là, ça va nous permettre d'avoir une activation de l'effet de cette tuile à chaque fois qu'on va placer une carte dans cette colonne-là. Le développement de la première colonne coûte 2 de connaissances et va me rapporter une pièce d'or et un argile à chaque fois que je vais placer une carte dans cette colonne-là. Pour la deuxième colonne, il coûte 3 connaissances pour faire le développement et il va me rapporter 2 points de victoire à chaque fois que je vais placer une carte livre dans cette colonne. Pour le prochain, il coûte 4 connaissances et il va doubler les effets instantanés des cartes livres qu'on va placer dans cette colonne. Et pour le dernier, qui coûte 5 connaissances, à chaque fois que je vais placer une carte dans cette colonne, je vais gagner un lingot d'or que je vais pouvoir aller placer directement sur un de mes artefacts. Donc, disons que je vais dépenser 3 de connaissances et que je vais faire le développement de la deuxième colonne. Je vais donc le retourner sur son côté actif. En plus de voir l'effet de la tuile, on voit aussi que chacune des tuiles va nous donner un icône de Ménorah qui sera un multiplicateur au décompte final des points. Et finalement, il me reste à acheter une carte livre. Donc, j'ai le choix parmi les 5 qui sont disponibles sur le plateau. Pour connaître le coût d'une carte, on va additionner le coût qui est sur le plateau et le coût qui est sur la carte ensemble. Donc, la première carte bleue ici vaut 4. Celle-là vaut 3. Celle-là vaut 6. Celle-là vaut 6. Et celle-là vaut 4. Et on doit reculer un de nos étudiants d'une case comme coût. Donc, on va payer le coût de la carte qu'on veut acheter et on va ensuite la placer dans une de nos 4 colonnes au-dessus de notre plateau. Je vais décider d'acheter la première carte jaune, donc celle qui a un coût combiné de 3 de connaissances. Je vais donc payer 3 de connaissances pour cette carte. Et on va activer premièrement son effet instantané, c'est-à-dire l'effet dans le bas de la carte où il y a l'éclair. Donc l'effet instantané, c'est de diminuer ou augmenter de 1 sur la piste de maîtrise des golems. Je vais décider d'augmenter de 1. Et je vais gagner aussi une pièce d'or que je vais prendre la réserve pour placer sur mon plateau joueur. Par la suite, on va aller glisser la carte dans une de nos colonnes pour cacher son effet instantané et laisser seulement son effet actif visible. Il y a une petite règle à respecter lorsqu'on place des cartes dans les colonnes en haut de notre plateau. On peut seulement avoir une seule couleur par colonne. Donc, si je mets une carte jaune dans la deuxième colonne, je pourrais seulement mettre des cartes jaunes dans cette colonne. Et je ne peux pas mettre de cartes jaunes dans d'autres colonnes. Donc, on peut avoir un maximum d'une colonne pour chaque couleur. Les cartes noires, elles, comptent comme des jokers. Donc, on peut les placer dans n'importe quelle des colonnes. Donc, on pourrait avoir au maximum une colonne de cartes jaunes, une colonne de cartes bleues, une colonne de cartes rouges et une colonne de cartes vertes. Une fois qu'on a décidé dans quelle colonne on va placer notre carte, on va activer tous les effets actifs de cette colonne de bas en haut. Donc, on va commencer par la tuile de développement si elle est fabriquée. Donc, c'est le cas de ma deuxième colonne ici. Donc, je vais gagner immédiatement 2 points de victoire. Je vais avancer de 2 sur la piste de score. Et par la suite, je vais activer l'effet de ma carte. Ici, je peux payer 1 de connaissance. Donc, il me reste 1 de connaissance pour augmenter de 1 sur la piste d'études. Donc, je vais augmenter ici au deuxième palier sur ma piste d'études. Ça va me débloquer des revenus de connaissance et ça va éventuellement me donner des bonus de points de victoire à la fin de la partie si j'atteins les 3 derniers niveaux. Et la piste de connaissances me dit aussi le maximum de livres que je peux avoir dans chaque colonne. Donc pour l'instant, à l'endroit où je suis, je peux avoir seulement une carte livre par colonne. Donc au moment où je serai au prochain palier, là, à ce moment-là, je peux avoir 2 cartes livres dans chaque colonne. Donc je pourrais ajouter une deuxième carte jaune éventuellement. Et si j'ajoute une deuxième carte jaune, lorsque je vais le faire, je vais activer l'effet de ma tuile développement, l'effet de ma première carte et ensuite l'effet de ma deuxième carte que j'aurai ajouté à ce moment-là. Et une fois qu'on a acheté une carte livre, on va glisser les autres cartes sur le plateau vers la gauche et on va révéler une nouvelle carte de la pioche de façon à ce qu'il y ait toujours 5 cartes visibles pour le prochain tour de jeu.
Et la cinquième action de bille est l'action du miroir. Donc, si je prends une bille dans cette action, je dois payer une pièce pour le faire. Par la suite, je peux faire un miroir sur n'importe quelle des 4 autres actions du plateau de la synagogue. Et je vais en plus pouvoir dépenser 3 pièces d'or pour pouvoir augmenter de 1 sur ma piste d'étude de mon plateau joueur. La force de l'action que je décide d'imiter avec le miroir sera égale au nombre de billes dans la zone de l'action miroir. Donc si je prends la bille bleue qui est ici et que je décide d'aller faire l'action de l'étude, mon action sera niveau 3 puisqu'il y avait 3 billes dans le miroir. Je vais donc gagner 3 de connaissances et ensuite je vais pouvoir faire mon développement d'études et aller m'acheter une carte livre. Mis à part les actions de billes, on doit effectuer une action avec notre rabbin pendant chacune des manches. Pour les actions de rabbin, on va le placer sur une des tuiles d'action disponibles sur le plateau synagogue ou sur l'action du bas qui est imprimée, qui est une action qui est toujours présente. L'action du bas, on peut placer n'importe quel nombre de pions sur cette case, mais on va les placer de gauche à droite, alors que les autres tuiles qu'on va avoir placées sont des emplacements uniques où on peut seulement avoir un pion rabbin sur une tuile. Donc, si le joueur orange prend cette tuile, le joueur gris devra se placer sur un autre emplacement. Par exemple, la tuile du haut, je vais gagner une ressource d'argile, une ressource de pièces d'or et une ressource de connaissances. Et je vais pouvoir piocher 2 cartes d'objectifs et en défausser une des 2 pour la remettre sous la pioche. Pour la deuxième tuile action ici, je vais pouvoir faire un développement sur mon plateau joueur avec un rabais de 3 ressources. Donc 3 ressources d'argile si c'est un développement golem, 3 ressources de pièces d'or si c'est un développement artefact et 3 ressources de connaissances de rabais si c'est un développement d'études. Pour cette tuile action, on va premièrement gagner 3 ressources d'argile. Ensuite, on peut fabriquer un golem en payant les coûts normaux. Et on peut ensuite faire un déplacement de 1 ou reculer un golem de 1 sur le plateau principal. Et l'action qui est imprimée dans le bas du plateau, je vais gagner 2 ressources d'un des 3 types, donc soit 2 pièces d'or, soit 2 de connaissances ou bien 2 d'argile. Et je vais pouvoir aller détruire un de mes golems et l'enterrer dans le cimetière pour gagner un bonus. Pour les effets des autres tuiles actions, pour celle-ci, on va aller augmenter de 1 sur la piste d'études et on va pouvoir activer l'effet actif d'un de nos livres qui est placé dans une de nos colonnes. Pour celle-ci, on va aller s'acheter une carte livre, mais on ne paiera pas le coût qui est écrit sur la carte, on va seulement payer le coût qui est écrit sur le plateau. Pour celle-ci, on va augmenter ou diminuer de 1 sur la piste de maîtrise des golems. Et par la suite, on va gagner 1 point de victoire ainsi qu'une connaissance par niveau de golem qu'on a sur notre piste. Avec celle-ci, on va gagner un lingot qu'on va placer sur nos chaudrons d'artefacts. Et on va gagner 1 point de victoire par artefact qui est complètement fabriqué. Pour celle-ci, on va aller détruire un de nos golems et l'enterrer au cimetière. Et on va gagner 1 point de victoire et une ressource d'argile par golem qu'on a de notre couleur dans le cimetière. Pour celle-ci, on va avancer n'importe quel de nos étudiants de 1 dans sa rue respective. Et ensuite, on va gagner 1 point de victoire selon la colonne où est placé notre étudiant qui est le plus à gauche, donc celui qui est le moins avancé. Si par exemple il est dans la colonne 3, on gagnerait 3 points de victoire. Pour cette tuile, on va pouvoir faire travailler un golem, qu'il soit debout ou couché à l'emplacement où il se trouve, et on n'aura pas besoin de le coucher après que ce soit fait. Pour cette tuile, on va avoir 4 points de déplacement avec nos golems. Donc on peut faire de 0 à 4 points de déplacement. Ils sont optionnels, contrairement aux déplacements qui sont au début des manches. Et on va pouvoir activer un golem, donc le faire travailler et le coucher. Et à la fin de cette manche, on n'aura pas à payer les coûts de connaissance pour le contrôle des golems dans la phase 7. Et finalement, la dernière tuile, je peux faire 2 déplacements ou moins 2 déplacements. Moins 2 veut dire qu'on peut reculer nos golems de 2 cases. On peut séparer ce déplacement-là entre plusieurs golems et on va pouvoir faire travailler un de nos golems. Il doit être debout et on va le coucher pour le faire travailler comme d'habitude. Les joueurs ont aussi la possibilité de passer s'ils n'aiment pas la distribution de billes présente parce qu'ils veulent faire une action spécifique et qu'elle n'est pas disponible. Par exemple, l'action de travail ici n'est pas disponible et peut-être que le joueur n'a pas la pièce d'or qu'il faut pour activer le miroir et faire cette action. À ce moment-là, ce joueur pourrait décider de passer son tour même s'il a encore une action de billes à effectuer dans cette manche.
À ce moment-là, le joueur va placer la tuile passée du plus petit numéro, dans ce cas-ci la tuile numéro 1, devant lui, et va attendre que tous les autres joueurs aient effectué leurs 3 actions ou que d'autres joueurs aient passé et que tous les autres aient effectué leurs 3 actions. Disons que le joueur orange a effectué ses 3 actions, le joueur gris a décidé de passer avec sa 3e action parce qu'il n'aime pas les billes qui sont disponibles. À ce moment-là, normalement la phase d'action serait terminée, mais comme le joueur gris a passé son tour, on va faire une redistribution des billes pour qu'il puisse faire sa dernière action de billes. Pour ce faire, il va retirer une des billes qui est encore disponible dans le distributeur et va la placer sur le premier emplacement de la tuile passée numéro 1. Par la suite, il va prendre les billes restantes dans le distributeur et va les relancer dans la synagogue pour les redistribuer une autre fois. Ensuite, on va faire les actions restantes en allant par le numéro des tuiles passées. Donc là, ça serait le joueur gris parce qu'il est le seul avec une tuile passée devant lui. Et pourrait prendre une bille pour faire une action parmi celles qui sont disponibles avec cette distribution. Il peut passer une deuxième fois s'il n'est pas encore satisfait, mais il devra enlever une autre bille après sa deuxième tentative. Et là, ce sera sa tentative finale. Il sera obligé de faire son action avec la distribution restante. Et là, il pourrait décider de prendre la bille blanche pour aller faire l'action de travail et activer ses golems. Et maintenant que tous les joueurs ont effectué leurs 3 actions, ça met fin à la phase d'action. On va donc passer à la 4e phase, qui est la phase d'ordre de tour. On va refaire l'initiative pour la prochaine manche en fonction de la position des rabbins sur les tuiles d'action. Donc c'est le rabbin qui est sur la tuile la plus haute du plateau synagogue qui va prendre la première position. Donc le joueur orange va rester en première position et le joueur gris sera en 2e position. Les joueurs pourront ensuite reprendre leur pion de rabbin et les placer dans leur zone de jeu. Si jamais les joueurs s'étaient placés sur la dernière case, comme on peut être plusieurs, on va toujours se placer à droite du joueur précédent. Donc c'est le joueur à gauche qui aurait priorité pour l'initiative si jamais plusieurs joueurs sont sur cette tuile. On passe ensuite à la 5e phase, qui est la phase d'influence des personnages. On va regarder la carte personnage qui est la plus à gauche qui est sur le plateau principal, donc c'est celle-ci, qui est active pour la manche en cours. On va ensuite regarder les joueurs qui pourront influencer ce personnage, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à ramasser des billes des 2 mêmes couleurs que sur la carte personnage. Dans ce cas-ci, une bille jaune et une bille rouge. L'ordre des billes n'a aucune importance, c'est seulement la couleur qui importe. Pour déterminer si on peut activer le personnage, les billes blanches vont compter comme des jokers. Donc, mon joueur a une bille rouge et une bille joker qui peut compter comme une jaune. Donc, il remplit les conditions et pourra influencer le personnage. Il y a 2 choix lorsqu'on peut influencer un personnage. On peut simplement décider de prendre 3 pièces d'or. Donc on gagnerait 3 pièces d'or de la réserve. Ou bien je peux dépenser 3 pièces d'or pour activer son pouvoir. Donc je pourrais le faire en dépensant mes 3 pièces d'or. Ça me permettrait de gagner un lingot d'or que je vais aller placer directement dans un de mes chaudrons. Et je vais ensuite pouvoir avancer mon étudiant sur la rue jaune d'un espace. Et lorsque tous les joueurs qui pouvaient influencer le personnage l'ont fait en ordre de tour de jeu, on va simplement retourner face cachée cette carte personnage. Et maintenant, c'est celle-ci qui deviendra active pour la manche suivante. On passe ensuite à la phase 6, qui est la phase de revenus et de développement. Premièrement, les joueurs vont revendiquer tous les revenus qu'ils ont réussi à débarrer. Premièrement, on va regarder nos étudiants qui sont sur le plateau et on va gagner les revenus des endroits où ils se trouvent présentement. Donc, on voit que dans la rue bleue, on peut gagner des revenus de connaissances, éventuellement de points de victoire. Dans la rue jaune, on peut gagner des revenus de pièces d'or, éventuellement de points de victoire. Et dans la rue rouge, on va gagner des revenus d'argile et éventuellement de points de victoire aussi. Pour l'instant, mon joueur orange aura un revenu d'1 de connaissance. Il va donc gagner une ressource de connaissance de la réserve. Et mon joueur gris, lui, a 1 de revenu d'argile. Il va gagner donc une ressource d'argile. Plus on va faire avancer nos étudiants, plus les revenus seront supérieurs. Et on a aussi les jetons de Menorah qu'on peut gagner. Donc le premier étudiant à passer de la colonne 7 à la colonne 8 va gagner le jeton de Menorah et le joueur va le placer dans sa zone de jeu et ça comptera comme un multiplicateur pour la zone respective de cette couleur dans le décompte final des points.
On va aussi gagner les revenus sur l'endroit où on est rendu sur la piste d'études. Donc ici, je suis à 1 de connaissance. Je vais donc gagner une ressource de connaissance. On a un revenu de points de victoire sur notre piste de maîtrise des golems. Donc ici, j'ai un revenu de 2 points de victoire. Je vais avancer de 2 sur la piste de score. Et je vais activer le revenu de tous mes artefacts qui sont fabriqués. Donc ceux dont tous les lingots sont placés dans le chaudron. Donc ici, j'ai l'artefact du bas que je vais activer pour gagner 1 de connaissance et 2 ressources d'argile. Une fois que tous les joueurs ont gagné leur revenu, on peut chacun faire un développement sur n'importe quelle des 3 zones, soit un développement d'études en payant les coûts en connaissances, soit un développement d'artefacts en payant les coûts en pièces d'or, ou soit un développement de golem en payant les coûts en argile. Donc je pourrais dépenser un peu d'argile pour faire un développement. Je vais dépenser 1, 2, 3, 4, 5 d'argile pour aller faire le bras gauche. Donc je vais le faire immédiatement et ça va me permettre d'activer un golem immédiatement. Donc d'aller faire travailler un golem. Ça me donne un menorah rouge pour les multiplicateurs de points à la fin de la partie. Et quand je ferai l'action de travail jusqu'à la fin de la partie, je vais avoir une activation de plus gratuite. Et on arrive à la phase 7, qui est la phase de contrôle des golems. C'est là que les joueurs devront payer de la connaissance si jamais leurs étudiants sont trop loin de leur golem dans chacun des 3 quartiers du plateau principal. Si jamais les golems sont moins loin que les étudiants, à ce moment-là, on n'a rien à payer. Et même chose, si le golem est au même endroit qu'un étudiant, on n'a rien à payer. On va seulement avoir à payer de la connaissance lorsqu'un golem est rendu plus loin dans le quartier, donc plus à droite, que notre étudiant, ce qui est le cas ici dans le quartier rouge pour le joueur orange. On va donc partir de l'étudiant et on va compter le nombre de cases jusqu'à temps qu'on arrive au golem. Donc dans ce cas-ci, il est à 1 case, donc je devrais payer une pénalité d'1 point de connaissance. Mais si jamais j'avais un golem qui était aussi loin que ça de mon étudiant, donc si je pars de l'étudiant, ça me coûterait 1, 2, 3, 4 points de connaissance pour contrôler ce golem, puisqu'il est vraiment rendu loin dans le quartier. Si jamais un joueur n'a pas assez de connaissances pour payer les pénalités de contrôle de golem, à ce moment-là, il devra payer tous les points de connaissance qui lui restent. Et pour chaque golem qu'il n'a pas réussi à contrôler, il va perdre 5 points de victoire. Encore une fois, il ne peut pas tomber dans les points de victoire négatifs. Si jamais on a fait le développement de la tête des golems, à ce moment-là, notre maximum pour contrôler un golem est de 2 de connaissance, et ce, peu importe le nombre de cases qui séparent notre golem de notre étudiant. Donc, si le joueur orange avait fait ce développement, ça lui coûterait 2 de connaissance pour ce golem-là, et ça lui coûterait toujours 1 de connaissance pour celui-ci. Ça ferait un total de 3 de connaissance pour contrôler ces 2 golems. Et c'est ce qui va mettre fin à la première manche. On va donc débuter la deuxième manche avec la première phase, qui est la phase d'entretien. Et c'est là qu'on va la faire pour de vrai au début de la deuxième manche. Premièrement, on va reprendre toutes les billes des plateaux des joueurs. On va prendre les billes qui étaient sur les tuiles passées. Et on va reprendre les billes qui étaient dans le distributeur. Et on va les laisser retomber dans la synagogue pour les redistribuer pour la deuxième manche. On va défausser les tuiles actions qu'on a utilisées pour la première manche et on va en placer 3 nouvelles à partir de la pioche. Si jamais la pioche est vide, à ce moment-là, on va rebrasser la défausse pour reformer une nouvelle pioche de tuiles actions. Et on va défausser la carte livre la plus à gauche. On va glisser les cartes restantes sur le plateau et on va révéler une nouvelle carte face visible sur le plateau principal. Et on va passer à la phase 2 pour faire bouger nos golems sur le plateau principal. Et on va jouer ainsi de suite la deuxième manche de la même façon qu'on a joué la première. Lorsque la deuxième manche sera terminée, on va jouer la troisième manche avec la troisième carte personnage. Et à la fin de la troisième manche, on va avoir accès à la quatrième manche avec la dernière carte personnage, qui a un pouvoir qui nous permet de faire un petit peu de points de victoire si on réussit à l'influencer. Et à la fin de la quatrième manche, on va jouer toute la manche, donc toutes les phases, même la phase de contrôle des golems. Et à la fin de la phase de contrôle des golems de la quatrième manche, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. On peut suivre le décompte final des points avec le verso de l'aide de jeu. Donc, en plus des points qu'on a scorés en cours de partie sur la piste de score du plateau principal, on va ajouter à cela 5 éléments, dont les 3 zones de notre plateau personnel. On va scorer des points pour la zone d'études, pour la zone de golem et la zone d'artefacts, dépendamment comment on l'a développé pendant la partie et combien d'icônes de menorah on a réussi à débloquer dans chacune de ces zones.
Pour la zone des golems, on va regarder le nombre d'icônes Menorah qu'on a débarré avec les développements qu'on a fait. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 6, 7 icônes de Menorah. Et on va multiplier cette valeur par le nombre de golems qu'on a créé dans la partie. Donc j'ai créé 3 golems, donc 7 fois 3, ce qui va me faire 21 points pour la section des golems. Pour la section d'études, on va compter les Menorah bleus. Donc j'en ai 1, 4, 5 au total. Et on va regarder le nombre de colonnes de cartes qui ont présentement des cartes. Donc j'ai 3 colonnes dans lesquelles j'ai réussi à mettre des cartes. Donc 3 fois 5, ce qui va me donner 15 points pour la zone d'études. Et pour la zone des artefacts, on va compter le nombre de Menorah jaunes. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et on va multiplier ça par le nombre d'artefacts qui sont complétés, donc ceux dont on a tous les lingots dans les chaudrons. J'en ai 3, donc 4 fois 3, ce qui me fait 12 points pour la zone des artefacts. On va ensuite révéler nos cartes objectifs et on va regarder si on peut scorer des points à l'aide de ces cartes. Ici, j'ai 2 cartes qui me demandaient d'avoir un certain nombre de développements. Donc ici, je dois avoir 5 développements pour marquer 2 points. Et ici, je dois avoir 7 développements pour marquer 4 points. J'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 développements. Donc, je vais réussir ces 2 objectifs. Donc, je vais faire 2 points et ensuite 4 points pour celui-ci. Et pour mon 3e objectif, je dois être au niveau 8 sur la piste d'études, ce qui est mon cas. Donc, je vais réussir à faire les 6 points de cette carte objectif. On va ensuite regarder le nombre de types de cartes objectifs qu'on a réussi à accomplir. Et selon le nombre, on va réussir à faire des points bonus avec la section qui est dans le bas de la carte. Ici, j'ai seulement 2 types d'objectifs, puisque ces 2 cartes sont le même type, sont des objectifs avec le même icône, qui sont des développements. Donc, j'ai réussi seulement 2 types différents. Ça va me donner un 2 points bonus. Si on a réussi à atteindre les 3 derniers paliers de la piste d'études, on va aussi marquer les points qui sont à côté de cet endroit à la fin de la partie. Pour mon cas, comme je suis au niveau 8, je vais marquer 7 points de victoire bonus. Et finalement, nos ressources restantes vont nous donner 1 point pour 5 ressources. Donc ici, j'ai un total de 10 ressources restantes, ce qui va valoir 2 points de victoire. On va additionner ça ensemble. En fait, on va avoir avancé au fur et à mesure sur la piste pour établir notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur dont le rabbin est placé le plus haut sur les tuiles actions du plateau synagogue qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Golem. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Golem? C'était un de mes jeux les plus attendus pour la nouvelle année, donc j'avais vraiment hâte de l'essayer. Je suis un grand fan de tous les jeux de ces auteurs italiens-là qui font des jeux euro, que j'aime beaucoup leur style. Donc voyons voir celui-là si ça colle avec le reste des jeux qu'ils ont fait. Premièrement, pour les côtés positifs, c'est quand même une boîte qui est très bien remplie, beaucoup de matériel à l'intérieur. La qualité du carton, les plateaux de joueurs, elle est quand même très bonne, donc c'est intéressant pour ça. On a aussi assez de place dans la boîte pour laisser la synagogue assemblée, ce qui est un gros plus dans des jeux où on met des structures en 3D. Prend des notes de Great Wall. Donc ça, j'ai bien aimé. Les baies aussi, c'est le fun, c'est une dynamique intéressante, même si c'est le système d'action qui nous fait penser beaucoup à Grand Austria Hotel, sauf qu'au lieu d'avoir des billes, c'était des dés à l'époque, mais c'est un peu le même principe de sélection d'action, ce qui est quand même un système qui est intéressant, qui est original, dans lequel il faut essayer de s'adapter à chacun des tours. C'est un jeu qui a un visuel qui est bien, c'est pas un visuel qui va vous jeter à terre non plus, mais c'est un visuel très sobre qui va fitter un peu avec la thématique qui est la légende urbaine des golems, donc il y a quelque chose d'un peu occulte, donc on a le ton un peu sombre aussi sur le plateau, donc on ressent quand même bien ça dans l'univers dans lequel on tente de se plonger. Sinon, pour les forces de jeu-là, je pense que c'est une force de ces auteurs-là, c'est que leurs jeux sont très indépendants de la langue, ça fonctionne avec un système d'icônes, donc l'iconographie dans le jeu est vraiment bien développée, elle est facile à apprendre, facile à prendre en main. Au début, il a l'air d'avoir un paquet d'icônes différents, puis on ne sait pas trop quoi veut dire, mais une fois qu'on a joué quelques tours de jeu, puis qu'on comprend un peu le système, ok, les flèches, c'est les développements, ok, cette icône-là, ben, c'est telle ressource, puis on utilise aussi beaucoup les codes de couleurs dans leur design.
même, c'est encore le cas dans Golem. Donc on a les 3 rues qui sont de chaque couleur, bleu, jaune, rouge, et c'est les 3 sections du jeu, donc les golems en rouge, qui ont rapport avec la ressource rouge qui est l'argile, on a l'or qui est la section pour la rue jaune, qui a rapport avec les artefacts, qui a rapport avec la ressource de l'or qui est jaune, et on a finalement la connaissance qui est la ressource bleue, qui a rapport avec la rue bleue, qui a rapport avec la section d'études de notre plateau qui est bleu. Fait que bref, c'est facile de faire ces associations-là, puis de voir, ok, si je veux qu'on concentre dans telle ressource, je vais être bon pour développer cette partie-là de mon plateau, parce que c'est la partie de la même couleur. Fait que c'est des petits codes de couleurs qui aident beaucoup à l'assimilation des règles et des concepts dans le jeu. Fait qu'encore une fois, c'est très bien réussi. Les règles sont bien écrites. Quand même très bien aussi pour la traduction en français, donc de Intrafine. Donc le livre de règles se lit très bien. J'aime beaucoup qu'il y ait un annexe à la fin du livre avec justement les pouvoirs de toutes les tuiles, actions, de toutes les tuiles qu'on peut mettre sur le plateau, qu'on peut activer avec les golems, tous les développements. Donc on a un bel annexe à la fin pour toutes ces informations-là. Fait que t'as pas à chercher en plein milieu du livre de règles, donc des beaux annexes. Ils font ça aussi dans la majorité de leurs jeux, notamment dans Newton. Il y avait ça pour expliquer à peu près toutes les tuiles du jeu. Fait que ça, j'apprécie beaucoup ce format-là de livre et d'inclure un annexe à l'intérieur. Le jeu possède un mode solo, c'est un autre livre de règles d'à peu près 8-9 pages pour apprendre le fonctionnement de l'automa. Donc c'est quand même un mode solo qui est plus lourd à prendre en main, donc soyez conscients si vous l'achetez pour jouer en solo, vous avez à gérer un automa qui est quand même un peu plus lourd. C'est peut-être pas la meilleure façon d'apprendre le jeu en solo parce que justement les premières parties on apprend l'iconographie, on apprend le système de jeu. Donc si en plus il faut que j'apprenne les règles de l'automa en plus, c'est difficile pour une première partie. Donc si vous êtes capable de jouer en multijoueur avant de vous lancer en solo, je pense que ça va être un peu plus facile pour l'apprentissage. Vous allez pouvoir vous concentrer un peu plus sur les règles de l'automa si vous avez assimilé un peu le reste dans une autre partie. Mais c'est disponible dans le jeu de base, donc si vous êtes intéressé à y jouer en solo. Le cœur du jeu, donc le système de sélection d'actions, le système de placement d'ouvriers avec nos rabbins. Et dans le fond, on essaye de développer, donc c'est vraiment un jeu d'engine building, parce que chacune des 3 zones de notre plateau, donc la section golem, la section études, la section artefact, c'est des zones qu'on veut tenter de développer parce qu'ils vont nous rapporter beaucoup de points de victoire à la fin de la partie si on les a bien développés. Mais aussi pendant la partie, c'est ce qui nous permet de générer des combos, débloquer des revenus, augmenter sur des pistes pour générer des revenus supplémentaires et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment un effet très boule de neige. On va tranquillement développer nos affaires, puis on va avancer sur les pistes. On va, oh, j'ai construit un artefact. Parfait, je vais l'améliorer pour qu'il puisse se déclencher plus souvent. Comme ça, je vais faire son revenu plus souvent dans la partie. Fait que c'est vraiment des combos qui sont le fun à développer puis qui se font très graduellement. Fait que c'est vraiment très intéressant. Puis je trouve que la synergie entre les 3 axes du jeu, donc l'axe golem, l'axe études et l'axe artefact est vraiment intéressant. C'est intuitif comment ça fonctionne. On essaie de faire des combos. Si je fais le développement dans la section études qui me permet de donner des lingots, ben là, à chaque fois que je vais mettre une carte, ça va me permettre de mettre un lingot qui va me permettre de faire mes artefacts plus vite. Donc, on a des combos intéressants à faire comme ça. Même chose avec les golems. Si je réussis à débloquer des développements de golems, mes golems vont avoir des habiletés. Fait que là, à chaque fois que je fais un golem, là, je peux déjà l'activer en partant, générer des ressources ou activer des différentes actions quand je les mets sur le plateau. Donc, c'est très intéressant. Je vais avoir plus d'activation quand je vais faire l'action d'aller travailler. Donc, c'est vraiment intéressant comment on va développer nos 3 axes pendant la partie. Puis comment ces 3 axes vont aussi s'entrecouper puis s'aider puis faire des combos les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment un cœur de jeu qui est super intéressant. Puis à la fin de la partie, on a quand même une certaine récompense d'avoir fait nos développements parce qu'on va avoir un scoring qui va se faire dans chaque zone selon le multiplicateur d'icônes de menorah qu'on va débloquer de cette couleur-là. Et qui va se multiplier par le nombre qu'on a performé dans cette section, donc soit le nombre de golems qu'on a fait, le nombre d'artefacts qu'on a fait ou le nombre de colonnes dans lesquelles on a placé des cartes livres. Donc ça, je trouve vraiment ça stimulant et engageant comme système de jeu, donc qui est vraiment le cœur et l'essence de Golem. Donc le développement de notre plateau joueur, c'est vraiment la partie la plus intéressante du jeu. C'est un jeu qui offre quand même une belle variété au niveau du setup. Donc le fait qu'on place 7 tuiles à bord dans chacune des rues qui sont placées au hasard, qu'on n'aura pas nécessairement les mêmes tuiles à chaque partie. Fait que ça, c'est quand même un côté intéressant. Le fait aussi que les pistes d'artefacts, on va les drafter au début de la partie, ils sont pas les mêmes de côté ou de l'autre, ils sont pas les mêmes d'une à l'autre. Fait qu'il faut falloir s'adapter. Ok, ben cette partie-là, j'ai des artefacts qui peuvent me faire tel effet. Ok, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Je vais essayer de focusser mon 3e artefact parce qu'il va me donner l'opportunité d'avancer un de mes étudiants rapidement, ce qui va me permettre d'aller chercher des revenus, ainsi de suite. Fait qu'on a quand même une belle variété. Puis les cartes aussi livres, donc on n'aura pas nécessairement les mêmes cartes livres qui vont sortir au même moment pendant la partie. Puis ces cartes livres-là sont super intéressantes parce que quand je les achète, j'ai un pouvoir instantané qui se fait.
Et après ça, ben là, j'ai le pouvoir actif qui va s'activer, puis je vais activer toute la colonne de cartes dans laquelle je vais avoir des cartes de cette couleur-là. Fait que ça aussi, c'est super intéressant d'essayer de faire des combos avec ça, puis d'aller chercher les effets des cartes qu'on a besoin. Des fois, on va aller chercher une carte pour un effet instantané qui va nous permettre de faire une action bonus qu'on avait besoin à ce moment-là, ou d'aller chercher une ressource qui nous manquait pour aller faire une autre action. Puis là, éventuellement, ben là, le pouvoir actif va devenir intéressant quand je vais avoir de plus en plus de cartes dans la même colonne, parce que je vais réactiver toute ma colonne. Fait que c'est vraiment le fun, ça aussi, il y a des combos intéressants à faire avec les cartes livres dans la section de l'étude de notre plateau. Fait que c'est vraiment une belle force pour ça. Donc chaque partie va avoir quand même un feeling assez différent à cause de ces petits éléments-là qui vont différer d'une partie à l'autre. Puis on n'aura pas aussi les mêmes cartes objectifs. Ça peut nous pousser à se concentrer sur une partie du jeu en particulier. Si j'ai un objectif justement de faire les 4 golems, c'est pas si évident que ça, faire les 4 golems pendant la partie. Il faut vraiment que je focus cette partie-là. Puis là, tant qu'à faire mes 4 golems, je vais essayer de faire le plus de développement possible parce que ça va me donner plus de points dans cette zone-là. Fait que bref, plein de combos super intéressants à construire, un plateau joueur très intéressant à développer, à faire des synergies, des combos, des revenus. Donc c'est vraiment le cœur du jeu de Golem là, qui est vraiment cool. Pour l'instant, j'y ai joué généralement à 2 ou 3 joueurs. À 3 joueurs, ça se jouait en 2h15, 2h30. Ce qui, pour un gros jeu euro comme ça, est quand même une durée, je pense, qui est raisonnable. Puis on sent pas de longueur à l'intérieur du jeu. Donc on est bien investi, puis on a planifié nos affaires parce que c'est un jeu qui a quand même beaucoup de planification à moyen et long terme. Faut que je fasse attention, faut pas me prendre avec mes golems, parce que si je tue trop de golems, puis là après ça, j'en ai un qui va bouger trop loin, je peux avoir des pénalités de points. Fait que je vais faire attention avec ça. Fait qu'il faut toujours adapter notre stratégie puis réfléchir à ce qu'on va faire à la prochaine manche, que je vais faire dans les prochains tours, quelle action je veux faire au prochain tour, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup de planification à moyen et à long terme dans ce jeu-là qui est quand même très important, mais qui est aussi très stimulant. Pour les côtés négatifs, la mise en place est vraiment le fun parce qu'il y a plein de choses à placer, des trucs à drafter, puis on a vraiment une belle variété justement avec les tuiles de départ aussi, mais ça coûte du temps, donc la mise en place elle est interminable à cause de tous ces petits détails-là. Fait qu'il faut être conscient que quand on s'installe pour jouer, ben ça va prendre une demi-heure, placer le jeu, faire tous les drafts des objectifs, aller faire les drafts de nos tuiles, aller placer nos affaires, choisir nos tuiles de départ. Fait qu'il y a beaucoup de choses à gérer avant de commencer la partie. Donc la mise en place, toutes ces étapes-là qui rentrent dans la mise en place sont quand même longues à effectuer. On a, pour nos premières parties, pour nous aider, on a dans le livret d'instructions une zone qui dit « Laissez faire les drafts au début de votre première partie. Prenez telle carte, prenez telle tuile de départ. Le joueur 1 commence avec telle affaire, le joueur 2 commence avec telle affaire. » Vous pouvez prendre ce setup-là accéléré pour vos premières parties. Ce que je recommande de faire lorsque vous allez découvrir le jeu pour la première fois. Puis une fois que vous aurez joué une fois, ben là, vous pourrez inclure les drafts puis les différents éléments pour ajouter à la variété dans le placement. Mais sachez que ça va quand même prendre un certain temps. Le jeu est quand même dispendieux, on parle d'un 120$ canadien en boutique présentement pour ce jeu-là, donc c'est quand même cher pour ce type de jeu-là, même si oui, il y a beaucoup de matériel, oui, c'est une super belle production. Donc c'est un jeu peut-être que je suggère soit d'essayer avec un ami ou de l'essayer quelque part avant justement de faire un achat pour être sûr que vous allez le sortir souvent, que c'est un jeu qui vous plaît, parce que c'est quand même un bon investissement d'argent. C'est pas un jeu de figurines là, à 120$, donc c'est un jeu euro avec beaucoup de ressources en carton. D'ailleurs, j'aurais aimé ça, pour le prix qu'on paye, j'aurais aimé ça que les ressources, donc la connaissance, les pièces d'or et l'argile, soient des ressources de bois au lieu des ressources en carton. Je pense que ça aurait été apprécié dans ce genre de jeu-là. Je sais qu'ils l'offrent dans la campagne Kickstarter de leur nouveau jeu de Cranio Création. Donc, ils offrent un kit de luxe pour Golem où justement on change ces ressources-là avec des ressources en bois. Beaucoup vous diront que c'est un jeu qui n'a pas vraiment d'interaction entre les joueurs. Effectivement, c'est le cas. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange dans ce type de jeu-là, donc les gros jeux euro complexes. Donc, ça me dérange pas que chacun fasse sa petite affaire, développe son plateau, fasse ses petits combos et ses petites choses à lui sans interagir avec les autres. Je trouve que quand même que c'est stimulant, mais si vous êtes quelqu'un qui cherchait des jeux très interactifs avec les joueurs un entre eux, ben évidemment, c'est pas avec Golem que vous allez remplir ce mandat. Et dernière chose, il faut être au courant parce que le jeu est quand même un jeu qui peut devenir punitif. Donc un jeu qui peut ne pas pardonner certaines erreurs à ses joueurs. Donc on sait que si je peux pas déplacer mes golems, je vais perdre des points. Si je dois déplacer mes golems dans les dernières zones, il faut que je paye des ressources de connaissance ou il faut que je paye des points de victoire. Si je réussis pas à contrôler mes golems à la fin de la manche, je vais aussi devoir payer des pénalités de points de victoire. Donc c'est des choses qui peuvent faire peur. Il faut que tu sois conscient de ces choses-là quand tu joues parce que justement tu vas planifier en conséquence de pas perdre ces points-là.
Donc de ne pas être pris avec tes golems qui ne peuvent pas bouger, de ne pas être pris plus de connaissances pour ne pas contrôler tes golems. Donc tu vas faire attention à ces choses-là, mais si justement tu es distrait ou tu fais une erreur de planification, puis finalement, ah non, j'ai tué 2 de mes golems dans cette manche-là, il m'en reste juste un sur le plateau, puis là j'ai comme 6 points de déplacement, mais mon golem est presque au bout, puis là je vais perdre 20 points. Ça peut faire vraiment mal, ce genre d'erreur-là, fait qu'il faut faire attention. Le jeu peut devenir vraiment punitif dans certains aspects du jeu, fait qu'il faut vraiment toujours être conscient de ces éléments-là pour pas faire ces erreurs-là qui pourraient évidemment vous coûter la partie. Somme toute, Golem, c'est un jeu que j'ai adoré. J'avais quand même beaucoup d'attentes parce que j'apprécie beaucoup les œuvres de ces auteurs-là. Et leurs jeux euros, il y en a qui figurent parmi mes jeux favoris, notamment Newton, les voyages de Marco Polo, Barrage, et etc. Donc, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis Golem, puis j'ai vraiment adoré mes parties. J'ai aimé vraiment le cœur du jeu, donc le système de sélection d'action avec les billes qui est intéressant, le système de plateau personnel, donc de développer notre plateau personnel, c'est vraiment très engageant, très le fun à planifier. C'est un jeu qu'on est tout le temps en train justement de planifier à moyen terme pour voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je veux débloquer, sur quelle zone je veux travailler, comment je vais essayer de scorer à la fin de la partie. C'est un jeu de planification que j'appellerais la planification serrée parce que c'est un jeu qui dure 4 manches. Je vais avoir un total de 12 actions dans mes 4 manches, ce qui est quand même pas beaucoup d'actions. Je vais en avoir 8 de billes puis 4 de rabbin. Fait que vraiment, chaque action est importante. Le choix que je vais faire est important. Et on va essayer justement de déclencher ces bonus-là pour se donner de plus en plus de revenus, de plus en plus de ressources, de plus en plus d'actions bonus pour essayer de faire le mieux qu'on peut à l'intérieur du jeu. Il y a des stratégies où on peut scorer vraiment beaucoup à la fin de la partie si on a beaucoup développé nos zones, mais il y a des combos qu'on peut faire avec certaines cartes livres qu'on peut activer plusieurs fois qui peuvent me permettre de générer quand même pas mal de points pendant la partie aussi. Fait que bref, il y a différentes stratégies, un paquet de choses qu'on peut essayer dans le jeu, donc c'est un jeu que j'ai encore le goût d'essayer et de rejouer pour justement essayer d'autres stratégies, essayer d'autres affaires, puis jouer d'autres parties, donc c'est toujours très intéressant. Je vais lui donner une note de B+, donc un très bon jeu. Il me fait beaucoup penser à plusieurs autres jeux de ces auteurs-là. On dirait qu'il y a un petit peu de Marco Polo dans le sens que c'est 4 manches, après c'est fini, donc on n'a pas le temps de faire nécessairement tout ce qu'on voudrait, mais on va quand même avoir un sentiment de satisfaction à la fin de la partie pour ce qu'on va avoir réussi à accomplir. Il y a un petit peu aussi de Grand Austria Hotel, évidemment, parce qu'on a repris un peu le système de sélection d'action, mais avec des billes au lieu des dés. Un système qui est quand même original puis qui est le fun. Et on a un petit peu, je trouve, de Zolkin à l'intérieur, donc on dirait que c'est un jeu que la planification à moyen terme est toujours importante et c'est un jeu qui a un certain timing, surtout avec les golems, comme c'est des éléments qui sont toujours en mouvement, les golems ils vont toujours bouger vers la droite, mais il faut que j'essaie de planifier du mieux que je peux pour les faire tomber sur des emplacements d'action intéressants pour que je puisse les activer puis que ça fitte avec ce que j'essaie de faire. Fait que ça me fait penser un petit peu aux roues de Zolkin qui sont toujours en mouvement et qu'on a une question de timing importante. Fait que bref, on dirait qu'il y a plein de ces petits éléments-là qui me font penser à des jeux précédents de ces auteurs-là, mais c'est tous des excellents jeux, donc je trouve ça super intéressant qu'ils réussissent quand même à mâcher tout ça ensemble et faire quelque chose qui est unique en soi et qui est sa propre bête, donc Golem, un jeu qui se tient vraiment bien. Puis c'est pas grave si vous n'avez pas joué à tous ces jeux-là précédemment de ces auteurs-là, je pense que vous allez pouvoir l'apprécier en tant que lui-même. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme en bas ici pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne accès à notre super serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.